Je ne vais pas vous faire débattre sur la balance des paiements courants, mais sur la phrase de François Villeroy de Galhau. Donc c'est que la Banque de France, 2,7 milliards, réjouissons-nous, balance des paiements courants dans le vert en 2024. Et c'est principalement les recettes de services. Et François Villeroy de Galhau conclut: l'économie moderne, monsieur Vronsky, n'est pas faite que de biens manufacturés. Mais il a raison, mais rien de neuf sous le soleil. Non. Mais par contre, ce qu'il oublie de dire, c'est que ça n'est pas l'économie de services qui crée l'économie de biens manufacturés, c'est les biens manufacturés qui souvent créent l'économie de services. Et donc quand on a bien des services, voilà, oui. Donc quand on a souvent des métiers qui disparaissent, des usines qui disparaissent, ça fait disparaître toute une constellation de sociétés de services. Mais il n'y a pas de dualité entre les deux. La seule chose, c'est que c'est comme beaucoup de choses dans l'existence, c'est des nuances de gris. Un pays où il n'y a que du service, ça ne peut pas durer longtemps. Il faut qu'il y ait un mélange. Et d'ailleurs, je constate, et je le dis inlassablement, les grandes puissances de ce monde qui se sont créées sont avant tout des grandes puissances industrielles. La Chine est avant tout une très grande puissance industrielle. Elle a aussi une économie de service. Donc, il n'y a pas de dualité, c'est pas une question de modernité, c'est une question d'équilibre. Et alors, je vais rajouter le mot qui est maintenant malheureusement un peu galvaudé depuis 2-3 ans, qui est question de souveraineté. Je veux dire que quand on écoute les nouvelles en ce moment, je veux dire, on commence maintenant clairement à dire que l'Europe se prépare à la guerre, ce qui est assez terrifiant pour des générations coloniales qui ne l'ont pas connue, mais qui l'a connue à travers ses anciens. Mais quand on est en guerre, là, les questions de souveraineté et d'outils industriels deviennent absolument primordiales. Je le rappelle à certains quand même. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu compléter les propos. Il faut rappeler d'ailleurs, c'est vrai que 80% de ce qui est exporté, c'est un bien que l'on peut toucher. Exactement. Et voilà. Moi, j'ai toujours eu un débat éternel avec Jean-Marc Daniel sur l'importance de l'industrie. Et là, il est à Mumbai. La grande... Il est à Mumbai. Il est à Mumbai. Je ne sais pas s'il suit les experts de Mumbai, parce qu'il y a un petit décalage horaire, mais il le verra en podcast. Il a trouvé un Mumbai qui est à 15 km de Sauveterre de Guyenne. Il y en a un par là, paraît-il. Et lui, il passe son temps à nous dire que Turuk avait raison. Et moi, je passe mon temps à penser que ça a été une folie intellectuelle de la fin des années 90. C'est une catastrophe nationale, oui. Marc Vigneault. Alors, il faut quand même dire que François Villeroy de Galhau, dans cette conférence de presse que j'ai suivie, il a quand même passé son temps à essayer de voir... Marc, il a 30 heures dans une journée, lui. Pourquoi l'industrie, pourquoi la France était désindustrialisée, est-ce qu'elle avait perdu de la compétitivité relativement à l'Allemagne, etc. Et en fait, on voit qu'il y a 3 phases. Il y a la phase du début des années 2000 où la France décroche totalement en termes de compétitivité coût par rapport à l'Allemagne. Il y a la phase suivante où François Hollande lance son CICE, il faut quand même le rappeler, il y a eu le pacte de responsabilité, là ça se redresse, et depuis on est à peu près flat, et donc il dit on a regagné quand même, là il y a eu de la modération salariale, on ne se rend pas compte en France par rapport à d'autres pays, et même rapporté à la productivité qui n'est pas très bonne. Et donc, on est en train de regagner un peu en compétitivité coût. Et lui, il s'interroge sur, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut se concentrer sur le hors-coût? Qu'est-ce que le hors-coût, une fois qu'on a regardé le coût du travail, etc. Donc, il y a toute une réflexion derrière. Il a juste dit, après, oui, un des points forts de la France, c'est les services. Et la mondialisation, en fait, résiste en ce moment par les services. Et oui, c'est bien d'être bon dans les services, mais sans du tout dire il ne faut pas s'occuper des biens. Je suis d'accord, mais je voulais juste provoquer un peu Laurent Wauquiez. Mathieu Plane. Oui, non, mais c'est en fait, je pense qu'il y a 2 grilles d'analyse. La première, qui est plutôt rassurante, c'est qu'effectivement, on retrouve une balance courante excédentaire. Donc ça veut dire qu'on est moins dépendant. C'est pas tous les jours. Hein. On peut se... Puis la facture énergétique. Que d'ailleurs, la position extérieure nette a même s'est réduite. Elle était négative de 800 milliards et quelques, on passe plutôt à 600 milliards. On rappelle ce qu'est position extérieure nette. Alors, parce que c'est hyper important. Voilà. C'est la situation de l'État, enfin de la nation française vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire que quand vous avez une position extérieure nette positive, c'est que vous avez plus de créances sur le reste du monde que le reste du monde a de créances sur vous. Donc quand elle est négative, vous avez plus de dettes que de créances sur les autres. Donc aujourd'hui, on a quand même plus de dettes sur les autres. Vous êtes plus détenus par l'extérieur que vous ne désendettés vis-à-vis du reste du monde. Donc ça, c'est un argument fort aussi sur dire, au fond, on a des déficits publics, c'est très embêtant, mais comme on a une position, on a une balance courante excédentaire, on n'a pas un vrai problème de financement. Parce qu'on a de l'épargne, on accumule des excédents par ailleurs. Le problème, c'est les histoires de vases communicants. Et donc, ce qui compte, en fait, dans les pays qui peuvent faire défaut, c'est d'avoir du déficit, mais aussi, ce qui compte, ce qui est un problème, c'est d'avoir des déficits extérieurs important. Et là, on n'a pas un déficit extérieur qui est fort.
Donc ça veut dire que globalement, on peut s'autofinancer. C'est une façon de le voir. Ne rassurez pas trop ceux qui pensent que la solution est dans l'endettement. Non, mais dans les arguments structurels d'une économie macroéconomique, c'est hyper important. Les arguments techniques évoqués là sont tous juste hyper importants. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut mobiliser toute l'épargne des Français pour financer la dette française. D'ailleurs, c'est écrit dans le papier, il y a 55% de la dette française qui est détenue par l'étranger. Ouais. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est sur ces 55%, la moitié sont des Européens. Effectivement. Oui, et puis il y a la BCE aussi, en fait. Enfin, la moitié, c'est de la zone euro. Voilà. Ouais. Ce qui est un peu compliqué. Et l'autre chose, c'est vrai qu'effectivement, ça fait des années qu'on dégage de plus en plus d'excédents dans les services, qui permettent de compenser effectivement le déficit commercial. Ce qui est bien pour le financement de l'économie, mais je suis d'accord, ça veut dire que c'est pas la même chose, en fait, de dégager des excédents dans les services ou dans l'industrie pour des questions aussi de types d'emplois qui sont créés. C'est-à-dire les emplois induits sont 3 fois plus importants pas les mêmes. Dans l'industrie que dans les services. Sur les niveaux de qualification, sur les questions stratégiques. Donc là, en fait, on raisonne sur le financement de l'économie. En fait, quand on raisonne sur la balance courante, on raisonne pas sur les questions de compétitivité, de stratégie effectivement industrielle ou de souveraineté, qui sont d'autres éléments. Mais on peut se réjouir quand même d'avoir une économie de services qui soit puissante, mais ça ne veut pas dire que pour autant il faut délaisser l'industrie. C'est pas parce qu'on est fort dans les services qu'il faut dire que l'industrie ne compte pas. Et dans la balance des paiements courants, il y a les recettes de services, mais il y a aussi tous les dividendes des activités françaises à l'étranger rapatriés sur le sol français, dont les services financiers. Nicolas, très important, c'est-à-dire que parce que la caractéristique de l'économie française, c'est qu'on a des champions internationaux, ces grands groupes multinationaux, les CAC 40, on a à peu près 17 000 filiales dans le monde, etc., qui vont rapatrier du coup des dividendes et des capitaux en France. Et après, on a un tissu productif qui est fait beaucoup de PME. On a assez peu de TI en réalité. Mais ça veut dire que on est très compétitif à l'international, mais on est sur des zones. On ne produit pas vraiment chez nous, on produit à l'extérieur et on est compétitif et les capitaux reviennent chez nous. Et alors là, c'est petit clin d'œil à Jean-Marc Daniel, parce que lui, il dit... Décidément, il est omniprésent partout. Si on n'a pas de problème de financement là, cette année, parce qu'on réduit notre dépendance vis-à-vis de l'étranger, etc., c'est parce qu'il y a des revenus qui viennent de l'étranger. Et nous, le raisonnement de Jean-Marc Daniel, c'est de dire on va aller investir dans des usines à Mumbai, là où il y a de la croissance, et on va faire venir des revenus. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir d'une activité sur notre sol, je caricature un peu, et il suffit d'être une société de rentiers vieillissants qui ont des participations. Japonais, c'est comme ça que fonctionne le Japon. Ça, c'est le raisonnement. En fait, Jean-Marc Daniel, il regarde l'image comme ça. Il regarde vraiment comment se finance le pays et il se dit si vous avez plein de revenus qui rentrent, on s'en fiche d'avoir un déficit commercial. Et d'ailleurs, c'est très bon pour le consommateur, le déficit commercial, puisque ça fait rentrer des importations pas chères et vous produisez beaucoup moins cher en Chine que chez nous. Ah oui, et puis effectivement, j'avais une autre idée qui me venait, mais oui, il dénonce toujours les bombes à remettre d'attractivité de la France, considérant que c'est la pire des nouvelles, parce que ça veut dire que les investissements directs étrangers arrivent chez nous, mais qu'ils en attendent un retour sur investissement qui, lui, partira. Et là, c'est de l'argent qui part. Voilà. Mais c'est marrant, ça me fait pas rêver. Non. C'est pas une société qui me fait rêver. Il y a une question derrière d'emploi et de distribution de richesse, en fait. Laurent, je pense qu'effectivement, ça ne fait pas rêver, parce que je pense que, contrairement à ce que pense Jean-Marc, on s'est souvent posé sur ces sujets. On va l'appeler, je crois, parce qu'il faut qu'il ait un droit de réponse. Parce que Jean-Marc est l'interprète de gens qui pensent comme lui, et vivent la différence. Mais simplement, c'est pas une solution qui est viable socialement. Je veux dire que ça, à mon avis, ça peut durer un certain temps, mais de penser que vous avez des pays qui vont travailler pour les autres et qui vont rester comme ça de vitam, je pense que c'est très naïf. Maintenant, il y a une chose intéressante. Moi, hier soir, j'ai vu un truc, et j'ai trouvé que c'était quand même très positif, c'était une très bonne nouvelle. Donc, on classait les pays en termes de croissance ou de baisse de la population active. C'est l'étude de l'INED. C'est ça. L'OCDE. Non, il y a l'OCDE. Exactement. Sur la population. Il y a les deux classer les pays. Et donc, il y a un truc vachement intéressant, parce que l'une des hypothèses de Jean-Marc Daniel, c'est de dire la France ne fait pas assez d'enfants, donc il faut aller dans les pays... C'est plus la peine d'avoir des usines si on n'a personne à mettre dedans. Voilà, donc on va aller dans les pays où il y a beaucoup d'enfants, on va aller en Inde, on va aller en Afrique, etc. Alors ce qu'on remarque, les pays où il y a le plus de pertes de population active, c'est les pays asiatiques. Corée du Sud en tête. C'est catastrophique, la Corée du Sud. Mais quand on regarde la France... Moi, je dirais on est proche de stable. C'est pas énorme, c'est pas catastrophique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on sait ce qui se prépare, enfin c'est même pas ce qui se prépare, ce qui commence à rentrer dans l'hiver démographique dans lequel on est, l'IA, les nouvelles technologies, etc. Je veux dire que la France peut tout à fait redevenir une puissance industrielle. Elle le fera différemment. Il y aura toujours des bras pour le faire. Ils feront des choses différentes. Il va falloir penser les choses différemment, mais on ne peut pas dire qu'au niveau de la population active, ça soit, si vous voulez, l'hémorragie. Évidemment que la société est vieillissante, évidemment que les gens font plus 7 enfants par famille, mais
aujourd'hui, le raisonnement, et c'est une opinion personnelle, il faut aller à Mumbai parce qu'il n'y aura plus personne pour, en clair, travailler, je n'y crois pas, chiffre à l'appui. Alors attention, parce qu'on est dans un hiver démographique depuis 15 ans maintenant. 663 000 naissances l'année dernière en 2024, c'est le chiffre le plus bas depuis 1945. Plus de décès. Et effectivement, que de naissances. l'INED, alors la population continue de croître avec l'immigration, mais l'INED a sorti une étude très intéressante cette semaine indiquant que le désir d'enfants dans les familles françaises était en train de s'effondrer. Grosso modo, il y a 20 ans, la famille idéale, c'était plutôt 3 enfants. Désormais, c'est 2. 2 n'est plus un chiffre plancher comme il y a 20 ans, mais un chiffre plafond. Et on est à un taux de fécondité d'1,6 enfants par femme aujourd'hui. Donc, on va quand même on a déjà entamé un hiver démographique important. Pour la première fois en 2025, le corps électoral, les plus de 50 ans sont majoritaires aujourd'hui dans le corps électoral français. 51,6% des votants ont plus de 50 ans et cet âge ne va faire que croître avec le vieillissement de la population et on a de moins en moins d'actifs. Enfin, ça pose plein de conséquences économiques et on a de moins en moins d'actifs, notamment et Jean-Marc Daniel vous dira qu'il faut faire des fonds de pension. Nos retraites. Alors après, il y a des solutions. Vous avez l'immigration, vous avez la robotisation. C'est ce qu'on voit au Japon, c'est ce qu'on voit de plus en plus aux Vous avez États-Unis. l'IA, c'est-à-dire que l'IA va remplacer beaucoup. Les politiques de natalité, les politiques de natalité ont bien du mal à faire leur preuve, et notamment toutes les incitations financières généralement. Mais les propos qui étaient évoqués là juste avant, c'était qu'en fait, relativement aux autres pays développés, la France a un impact démographique qui est moins mauvais. Absolument. C'est ça. On est les moins mauvais de la classe, c'est du comparatif. Ils baissent de 30 à 40% les autres sur d'ici à 2060, ce qui est colossal. C'est-à-dire que la Corée du Sud disparaît. Le Japon, la Corée du Sud, c'est à 0,6 enfants par femme. 0,6. Donc c'est un déclin démographique qui est ultra rapide. Nous, c'est pas génial. Effectivement, en plus, on peut s'inquiéter de la baisse de fécondité. On était à plus de 2 enfants par femme il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, on est à 6. On n'est plus dans le renouvellement des générations. On a un choc démographique qui s'accélère. Mais relativement à d'autres pays, on continue à s'en... Mais c'est vrai que on a encore des jeunes en France. On a encore des jeunes et on a encore malheureusement du chômage. Je crois que c'est le moment de ramener la retraite à 62 ans. Non, mais c'est surtout, je pense, et encore une fois, je ne pense pas faire preuve d'un optimisme béat, et ça fait bien longtemps que je ne crois plus au Père Noël, même si religieusement, dans l'émission de Nicolas, je lui écris 1 fois par an. Mais je veux dire, la France et tous les gens l'ont dit, beaucoup de gens l'ont dit sur ce plateau, la France a des atouts considérables, mais elle a aussi une passion séculaire pour l'autodestruction. Donc oui, il y a des challenges absolument hallucinants. Et c'est pour ça qu'on a besoin de politiques qui enlèvent les sacs de sable sur la montgolfière plutôt que d'essayer de la charger, voyez, et de déplacer le sac de sable du côté droit pour le mettre sur le côté gauche. Mais je veux dire, évidemment qu'on a une jeunesse et en plus qui est érudite, et il y a des gens qui veulent faire des tas de choses. Le grand challenge, ça va être de les garder chez nous. Mais vous avez été entendu hier, Laurent, puisque je ne crois pas que ce soit l'impôt qui résout tous les problèmes, a dit François Bayrou. Si la prospérité venait des impôts, puisque nous avons les impôts les plus importants du monde, nous serons les plus riches du monde. Donc vous avez été entendu. Donc exactement. C'est bon. Idem avec la dépense publique, d'ailleurs. Donc c'est bon. Non, mais c'est un point important quand même, parce que... De quoi lequel sur l'histoire démographique, c'est que nous, on a quand même une réserve d'emploi qui est inexploitée chez les jeunes. Bien sûr. Le taux d'emploi des jeunes n'est pas très élevé. Et chez les seniors, c'est-à-dire que du coup, on a quand même des capacités à augmenter notre offre de travail là-dessus. Alors, il y a eu l'apprentissage qui a été mis en place pour faciliter tout ça, et qui coûte un peu un bras. C'est un peu le problème. Mais qui rapporte aussi, aussi des bras. Mais qui rapporte des bras. Enfin, c'est un investissement dans l'avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que d'autres pays aujourd'hui sont face à un problème vraiment structurel, c'est trouver des bras. Nous, on en a, mais il faut les utiliser. C'est ça. Un peu le problème, c'est que regardez, il n'y a pas besoin d'aller en Corée du Sud. L'Italie, par exemple, on vous a dit en PIB par habitant, elle est passée devant la France. Mais sauf que, en fait, il y a de moins en moins d'habitants, en fait. Donc, c'est pas vraiment une très 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 bonne nouvelle. La démographie italienne est beaucoup moins bonne que la démographie française. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'ils sont obligés de retarder l'âge de départ à la retraite peut-être un peu plus violemment que nous, parce que ils ont pas assez d'enfants. Et quand la bonne nouvelle, c'est que le désir d'enfant des familles françaises certes diminue, mais il est supérieur à ce qu'on observe dans la réalité. Donc ce qu'on peut faire, c'est agir sur revenir de 1,6 enfants par femme, aller jusqu'au désir d'enfant exprimé par la population, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 2. Un peu plus de 2. Un peu plus de 2, 2,3. Et donc il faut essayer de mener des politiques publiques. Il y a un expert comme Julien Damon qui a écrit des bouquins sur comment, un peu de sociologie pour vous expliquer comment on peut faire pour que la société soit favorable à l'accueil des enfants et donc augmenter
essayer de limiter notre perte démographique. J'entendais Ruth Elkrief hier sur LCI qui avait observé que là où ça a fonctionné, c'est notamment, alors encore une fois, les pays scandinaves, des pays qui ont énormément travaillé sur l'égalité homme-femme. C'est un peu immatériel. Ah oui, non, mais là, c'est pas un chèque comme l'imagine Donald Trump. Alors nous, on avait aussi beaucoup les politiques familiales, en réalité. L'accompagnement aussi chez les jeunes enfants, le fait de concilier la vie active des femmes et en même temps avoir des enfants, ce qu'on avait plutôt pas mal réussi en fait en France. Quand vous regardez sur le taux d'activité des femmes entre 25 et 50 ans, on est plutôt à des niveaux élevés. On n'est pas les Scandinaves, mais on est plutôt pas mal. Et on avait quand même des enfants qui étaient plutôt choisis. Fallait-il mettre les allocations familiales sous condition de ressources pour transformer une politique universelle en politique de redistribution? Je crois que le problème, c'est plutôt qu'on verse 10% de retraite en plus aux femmes qui ont eu 3 enfants au lieu de les aider pendant leur vie active. C'est vraiment, ça reflète vraiment le prisme qu'on a en France. C'est-à-dire que l'avantage, quand vous êtes mère de famille, on va vous le donner à la retraite, on va vous donner des trimestres, on va vous dire attention, il faut partir beaucoup plus tôt. Alors les femmes, je suis désolé de dire ça, c'est pas très populaire, mais on a une espérance de vie plus élevée que les hommes, même si vous corrigez des facteurs de risque, l'alcool, le tabac, etc. Et donc en fait, dans un système actuariel, normalement, moi je trouve que les politiques ont un biais. Il faut dire à chaque fois protéger les femmes et tout, c'est très bien. Pour une partie, il faut le faire, mais il faut faire attention. Et surtout, nos politiques, elles sont très biaisées en faveur de ceux qui votent, et c'est-à-dire en gros les personnes les plus âgées. Et on n'a pas besoin de donner plus 10% de retraite aux femmes qui ont eu 3 enfants. Il faut les aider pendant là au moment où elles ont les enfants et où elles ont des difficultés pour tout gérer. Voilà. Bon, je termine avec l'info du début. 250 grévistes le premier jour, 260 le deuxième, 200 000 passagers qui voient leur vol annulé et 120 millions d'euros envolés pour les compagnies aériennes. Bienvenue en 2025. Et puis bienvenue en 2026 avec le budget. Mais non mais vous voyez, les choses ne changent pas. Éternelle. Finalement, Nicolas, est-ce que les choses ont tellement changé? Voilà, attention, il y a des zadistes. Il y a des zadistes. Il va falloir qu'ils baissent les potards, parce que sinon, je ne vais pas présenter tout le monde. Voilà. Bien. Eh ben, écoutez, merci à vous tous pour cet hommage, cet accompagnement. Très bien. J'ai dit que je prenais ma retraite quand on avait retrouvé un excellent primaire. Donc j'ai encore le temps, je vais continuer. Bon. Et l'émission revient le 25 août à 10h avec Raphaël Legendre. Et entre la matinale de Laure Closier et Raphaël Legendre, un nouveau rendez-vous, Good Morning Market, l'ouverture des marchés financiers, qui sera piloté par Étienne Braque. Passez un bon été.